quand j'ai été faussement accusé, mon frère a lancé une campagne de diffamation pour me faire jeter en prison, mes parents l'ont traité de héros pour avoir protégé les victimes, alors je le leur ai fait regretter, maintenant ils me supplient. Mon frère a essayé de m'enterrer après que j'ai été faussement accusé, en hurlant que je devais pourrir en prison. Mes parents m'ont renié, en me traitant de prédateur. Moi, un homme de 38 ans, je dirige ma propre entreprise d'électricité, et j'enseigne les bases de la sécurité électrique au Riverside Community College, 2 fois par semaine. Ce n'est pas exactement glamour, mais je gagne plus de 6 chiffres quand les contrats commerciaux affluent, et ce boulot d'enseignant me permet de garder mes compétences à jour. En plus, l'université paie 75 $ de l'heure pour 2 sessions de 4 heures. C'est de l'argent facile. Tout ce cauchemar a commencé un mercredi, lorsque le chef du département, Vincent, m'a convoqué dans son bureau après ma session du matin. Je pensais que c'était au sujet du nouveau programme qu'il voulait mettre en place pour le semestre d'automne. Peut-être une augmentation, quelque chose de normal. Vincent était assis là avec le docteur Hélène, la directrice des services aux étudiants, et un avocat de l'université dont je n'ai pas saisi le nom, car j'étais trop occupé à analyser l'ambiance de la pièce. L'ambiance était celle d'un funérarium, quelque chose clochait vraiment. Trop de visages graves pour une simple discussion de planning. James, merci d'être venu. Vincent avait les mains croisées, comme s'il s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle, genre un diagnostic en phase terminale. Nous devons discuter de certaines allégations qui ont fait surface, concernant votre conduite lors de la compétition Skill USA le mois dernier. Mon cerveau est immédiatement passé en alerte rouge. Quelles allégations? 2 étudiantes ont déposé des rapports distincts, affirmant qu'un contact physique inapproprié a eu lieu pendant le week-end de la compétition à Sacramento. Compte tenu de la gravité de ces accusations, nous vous plaçons en congé administratif immédiat, en attendant une enquête complète. Je l'ai fixé comme s'il lui avait poussé une deuxième tête. Quelle compétition? Les Regional Skill USA, du 12 au 14 avril à Sacramento. Je n'étais pas à cette compétition. Le docteur Hélène s'est penché en avant, avec cette voix de conseillère bien rodée qui me faisait grincer des dents. James, je comprends que cela doit être choquant à entendre. Ces situations sont toujours difficiles, mais le plus important est que nous prenions la sécurité des étudiants au sérieux, et que nous nous assurions que les protocoles appropriés sont suivis. Je n'étais pas à la compétition, ai-je répété, plus lentement cette fois. J'étais sur un chantier, en train de gérer une installation triphasée au nouveau complexe médical du centre-ville. Je peux sortir les permis, les rapports d'inspection, absolument tout. L'expression de Vincent n'a pas changé d'un iota. Nous examinerons tous les documents dans le cadre du processus d'enquête. Mais étant donné la cohérence des rapports et la gravité des allégations, nous estimons qu'une suspension immédiate est la réponse appropriée. La cohérence de quel rapport? Je n'y étais pas. Je ne suis pas allé à Sacramento. J'étais à 110 km de là, à passer des câbles dans un hôpital équipé de caméras de sécurité à chaque étage. Vincent a fini par dire « Votre nom figure sur la liste des participants au voyage ». Comme si c'était échec et mat. Je lui ai dit que la liste était fausse, et j'ai proposé de prouver que j'étais sur un chantier tout le week-end. Personne n'a même fait semblant de s'y intéresser. L'avocat a finalement pris la parole. Un charabia d'entreprise répété par cœur sur la responsabilité et la procédure appropriée. Nous avons besoin que vous rassembliez vos affaires et que vous quittiez le campus aujourd'hui. Quelqu'un des RH vous contactera pour les prochaines étapes. C'est là que j'ai compris. Ils avaient déjà décidé que les preuves n'étaient qu'un inconvénient qui risquait de compliquer leur petit récit bien ordonné. Puis-je au moins savoir de quoi je suis spécifiquement accusé? Les lois sur la protection de la vie privée des étudiants nous empêchent de partager des détails sans décharge signée, a dit le docteur Hélène d'une voix douce. Mais la nature des allégations justifie une action immédiate. J'ai eu envie de sortir mon téléphone sur le champ et de leur montrer les ordres de travail, les documents d'inspection signés, les photos horodatées que j'avais prises de l'installation pour le dossier du projet, mais quelque chose dans leur façon de se tenir là, formant un mur unifié de certitudes bureaucratiques, m'a dit que ça ne servirait à rien. Ils avaient choisi leur histoire. Je n'étais que l'obstacle. J'ai vidé mon bureau en 15 minutes, j'ai attrapé mes outils, quelques livres de référence, et des clés USB avec mes cours. Pendant tout ce temps, je ne cessais de penser au 12 avril. Je me souvenais parfaitement de ce week-end, parce que le chantier de l'hôpital avait été un cauchemar. C'était un travail critique, avec des inspections prévues pour le lundi matin.
J'avais été sur place de 6h à 19h vendredi, samedi et dimanche, supervisant une équipe de 4 gars tout en m'occupant moi-même du gros œuvre dans l'aile chirurgicale. Mon dos me tuait le dimanche soir. J'étais rentré chez moi et j'avais pris un bain chaud pendant 1 heure. J'avais des permis avec ma signature, des rapports d'inspection, des photos de l'avancement, des journaux quotidiens. 4 électriciens qui avaient travaillé à mes côtés tout le week-end. Mon téléphone avait probablement borné sur l'antenne relais de l'hôpital 200 fois au cours de ces 3 jours. 10 minutes de vérification des dossiers auraient instantanément éclairci la situation. Ils ne voulaient pas vérifier. J'ai appelé mes parents depuis mon camion. Mon père a répondu à la 2e sonnerie. Il m'accuse de quelque chose qui est physiquement impossible, ai-je dit. Sans préambule, sans drame. 2 étudiantes prétendent que j'ai fait quelque chose lors d'une compétition où je n'étais même pas. Ils m'ont suspendu. Ma mère s'est mise sur haut-parleur. Sa voix avait ce tranchant qu'elle prend quand elle voit une opportunité. Qu'est-ce qu'ils disent qu'il s'est passé, exactement? Ils ne veulent pas me donner de détails précis, mais ils ont dit que c'était à la compétition Skill USA à Sacramento. Je travaillais sur le chantier de l'hôpital tout ce week-end-là. Il y a eu un silence. Puis mon père a dit, as-tu des preuves? Des permis signés, des documents d'inspection, des témoins de l'équipe de travail, des photos du site, tout. Alors on va gérer ça, a-t-il dit. Mais son ton n'était pas rassurant. Il était calculateur. Passe à la maison ce soir. Nous devons discuter de la stratégie. Ce soir-là, j'ai sorti tous les documents que j'avais. Les permis avec ma signature en tant que titulaire de la licence sur place, les rapports d'inspection de 3 visites séparées ce week-end-là. Les journaux de badge de sécurité de l'hôpital montrant les heures d'entrée et de sortie. Les déclarations de l'équipe, les photos d'avancement avec horodatage, tout était organisé, chronologique, une preuve irréfutable qui ne suggérait pas seulement mon innocence, mais démontrait l'impossibilité physique de ma présence ailleurs. Je n'étais pas à Sacramento. J'étais à 110 km de là, sur un chantier qui laissait une trace papier que n'importe quel étudiant en droit de première année aurait pu vérifier en 10 minutes. J'ai tout envoyé à Vincent à minuit avec pour objet, documentation 12 à 14 avril travail hôpital. Il n'a jamais répondu. Mon frère Brandon m'a appelé jeudi matin, à 8h30. J'étais encore à moitié endormi, mais nous avions grandi dans la même maison et partagions le même nom de famille, alors je me suis dit que les liens du sang compteraient pour quelque chose. Puis je me suis souvenu que Brandon avait toujours eu besoin d'être le fils modèle. Quand j'ai lancé mon entreprise à 26 ans et acheté ma première maison à 28 ans, il avait passé le dîner de Thanksgiving à expliquer à tout le monde comment les vraies carrières nécessitaient des diplômes avancés. Quand j'ai payé mon camion en liquide, il avait fait un commentaire sur la façon dont l'argent des cols bleus ne construisait pas de richesse générationnelle. Nos parents avaient toujours favorisé sa trajectoire d'entreprise par rapport à mon travail manuel, son MBA de l'université d'État, son titre de poste dans une organisation à but non lucratif, ses bêtises de leadership communautaire. Il postait du contenu alliés, sur les réseaux sociaux depuis 2 ans, principalement des fils de discussion performatifs sur la responsabilité et le fait de croire les survivants. Sa carrière stagnait après qu'on lui ait refusé le poste de directeur 2 fois. Il avait besoin d'une cause. Je ne savais juste pas que j'allais le devenir. Brandon, Dieu merci. Tu as entendu ce qui se passe. L'université essaie de. Je ne peux pas te parler pour le moment. Sa voix était froide. Professionnelle. Je rencontre l'administration de l'université cet après-midi. Je voulais que tu saches que Karen et moi prenons cela très au sérieux. Prendre quoi? Au sérieux? Je n'étais même pas à la compétition. J'ai des documents montrant que j'étais sur un chantier tout le week-end. Permis, inspection, déclaration de l'équipe. Je dois y aller. Il a raccroché. J'ai essayé de rappeler. Bloqué. J'ai essayé d'envoyer un texto. Bloqué. Je suis resté assis là dans mon camion, à fixer mon téléphone, en pensant que j'avais peut-être mal entendu. Peut-être qu'il avait besoin de temps pour digérer. Peut-être que l'université lui avait raconté des bêtises qui le rendaient prudent. Puis j'ai reçu un texto de mon oncle Paul. Tu as vu ce que Brandon a posté? Appelle-moi. Brandon avait d'abord envoyé quelque chose à la famille élargie. Un message privé à mes parents, ma tante, et quelques cousins. Oncle Paul me l'a transféré. Un langage professionnel sur des allégations sérieuses, le soutien au
processus d'enquête, et comment il ne pouvait pas, en bonne conscience, maintenir le contact tant que les faits n'étaient pas établis. Froid, mesuré, mais indubitablement une ligne tracée dans le sable. C'était le coup de semonce. 6 heures plus tard, la conversation de groupe de la famille a explosé. Brandon avait posté un message qui m'a fait l'effet d'un coup de poignard en pleine poitrine. J'ai été informé d'allégations crédibles contre James impliquant des étudiants du Riverside Community College. Après avoir rencontré les responsables de l'université et examiné attentivement les informations qu'ils ont fournies, Karen et moi croyons les étudiantes qui se sont manifestées. Nous ne maintiendrons pas de contact avec James, et nous encourageons vivement la famille à prioriser la sécurité et le bien-être des jeunes personnes impliquées dans cette situation. Je l'ai lu 4 fois, essayant de faire dire au mot quelque chose de différent. Ma mère a répondu en premier. Nous vous soutenons tous les deux. C'est déchirant mais nécessaire. Mon père a approuvé. Certaines choses sont plus importantes que la loyauté familiale. Tu es un héros pour défendre les victimes. Ma cousine Sophia a écrit, « Attendez, quoi ? Est-ce que quelqu'un a parlé à James ? Mon oncle Paul, c'est de la folie. Vous le condamnez sans entendre sa version. » J'ai commencé à taper une réponse. Effacer. Recommencer. Effacer. Qu'est-ce que j'étais censé dire, bon sang ? Que je n'y étais pas ? J'avais déjà dit ça à Brandon, et il ne s'était pas soucié de regarder les preuves avant de me déclarer coupable devant tous ceux que nous connaissions. J'ai essayé d'appeler mon père. Messagerie vocale. J'ai essayé ma mère. Elle a répondu, mais on aurait dit qu'elle lisait un script. James, chéri, nous en avons discuté longuement avec Brandon. Il nous a montré les préoccupations de l'université, et nous pensons que la bonne marche à suivre est de prendre du recul et de laisser l'enquête se poursuivre sans interférence familiale. Interférence familiale ? J'essaie de vous montrer des preuves que je n'y étais même pas. Trésor, nous ne sommes pas des enquêteurs. Nous ne sommes pas qualifiés pour évaluer les preuves. Ce que nous pouvons faire, c'est soutenir le processus et nous assurer que les victimes se sentent en sécurité pour parler. Victimes de quoi ? J'étais sur un chantier à 110 km de là avec 4 témoins et une pile de documents d'inspection. Ta colère en ce moment est compréhensible, mais elle n'est pas productive. Nous t'aimons, mais nous devons penser aux implications plus larges. Implications plus larges de quoi ? De détruire une personne innocente parce que c'est plus facile que de vérifier des faits basiques ? Elle a soupiré comme si j'étais difficile. Nous parlerons quand tu seras calmé. Elle a raccroché. Le jeudi soir, Brandon avait posté quelque chose sur les réseaux sociaux. Mon oncle Paul a fait une capture d'écran et me l'a envoyé avant que ma mère ne lui fasse supprimer son numéro des contacts familiaux. Une sorte de long manifeste sur le fait de croire les survivants, même quand cela vous coûte des relations. Sur la façon dont la vraie responsabilité exige des sacrifices. Sur le choix de ce qui est juste plutôt que de ce qui est facile. 300 likes en 2 heures. Des commentaires le traitant de courageux, des allié véritable. Pas une seule personne n'a demandé s'il avait vérifié un seul fait. Vendredi matin, l'université a envoyé la lettre de licenciement. Effective immédiatement, langage d'entreprise sur le maintien d'environnement d'apprentissage sur et la prise de décisions difficiles dans l'intérêt du bien-être des étudiants. J'avais enseigné là-bas pendant 4 ans. J'avais aidé à concevoir tout leur programme de sécurité électrique. J'avais un taux d'approbation des étudiants de 98%. Je n'avais jamais eu une seule plainte, jusqu'à ce que 2 gamines qui n'avaient jamais été dans ma classe se souviennent soudainement que je les avais agressées lors d'un événement auquel je n'avais pas assisté. Ils m'ont viré en 3 paragraphes. Mon propriétaire m'a envoyé un avis d'expulsion le mardi suivant. 60 jours pour vider les lieux. Apparemment, il y a une clause de moralité enfouie dans le bail concernant une conduite qui nuit à la réputation de la propriété. Être faussement accusé d'être un prédateur qualifié apparemment pour ça. Mes comptes commerciaux ont commencé à retirer leurs contrats. Les nouvelles vont vite dans le secteur de la construction, et personne ne veut être associé à ce genre de responsabilité. 3 chantiers, d'une valeur de 180 000 $ en facturation, se sont évaporés en une semaine. Les entrepreneurs généraux qui m'appelaient pour des devis ont soudainement eu des conflits de planning. Le fournisseur qui me donnait des délais de paiement à 30 jours depuis 6 ans m'a passé en paiement comptant uniquement. Mon comptable a envoyé un email poli suggérant que nous réévaluions notre relation professionnelle. Les amis ont arrêté de répondre.
Des gens que je connaissais depuis le lycée me laissaient en vue. Mon abonnement à la salle de sport a été mystérieusement annulé. Le gars qui tenait le café près de mon appartement, où je prenais le même sandwich au petit déjeuner depuis 3 ans, ne pouvait soudainement plus me regarder dans les yeux quand j'entrais. J'ai arrêté d'y aller. J'ai continué à envoyer des messages à Brandon. J'ai essayé l'email quand il a bloqué tout le reste. Je lui ai envoyé le dossier de preuves complet avec chaque horodatage, chaque photo, chaque document prouvant que j'avais été sur le site ce week-end-là. Objet, s'il te plaît, regarde juste ça. Livraison confirmée. Jamais ouvert. Il avait décidé que j'étais coupable et que les preuves n'étaient que du bruit. J'ai arrêté d'expliquer au 12e jour. Pas parce que j'avais accepté la défaite, mais parce que j'ai réalisé quelque chose, assis dans mon appartement vide, entouré de cartons que je ne pouvais pas me permettre de déménager. Personne de ceux qui avaient déjà choisi leur camp n'allait regarder les preuves. Ils ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient un méchant. Et j'avais été parfaitement casté pour le rôle. Je ne suis pas retourné chez mes parents. Cette porte était soudée. J'ai déménagé mes affaires dans un garde-meuble et je me suis écrasé dans le sous-sol de mon pote Mike, sur un lit pliant. Je l'ai payé en liquide et j'ai recablé son panneau électrique qui semblait avoir été installé sous l'administration Nixon. J'ai passé le week-end à tout organiser. Permis, inspection, journaux de badge avec horodatage exact, photos d'avancement, déclarations de témoins de l'équipe. Tout pointait vers la même conclusion. Je n'étais pas à Sacramento. J'étais sur un chantier à 110 km de là, faisant un travail qui laissait une trace papier exhaustive. Lundi matin, j'ai appelé une avocate. Pas un grand cabinet. Je ne pouvais pas me le permettre. Mais mon oncle Paul connaissait quelqu'un qui lui devait une faveur. Une avocate spécialisée dans les droits civiques, la trentaine, qui traitait les affaires de titre neuf et avait la réputation de ne faire qu'une bouchée des administrateurs universitaires au petit déjeuner. Elle en était déjà à son 2e café quand je suis arrivé au dîner. « Racontez-moi tout », a-t-elle dit en sortant un bloc-notes juridique. Je l'ai fait. Tout, l'accusation, la suspension, l'implosion familiale, la croisade de Brandon sur les réseaux sociaux, tout. Elle a passé 20 minutes à examiner mes preuves. Quand elle a finalement levé les yeux, son expression était prédatrice. « C'est en béton. Vous n'étiez pas là. » « Je sais. » « Alors pourquoi, bon sang, continue-t-il à pousser ça? Parce qu'admettre qu'ils ont eu tort signifie admettre qu'ils ont piégé un innocent. L'université, les administrateurs, mon frère, ils sont tous allés voir le public rapidement et bruyamment. Faire marche arrière maintenant les ferait passer pour incompétents ou malveillants. C'est plus facile de continuer à insister que je suis coupable et d'espérer que je disparaisse discrètement. Elle a hoché la tête lentement. Voici ce que vous devez comprendre. Vous avez des arguments solides pour diffamation, ingérence délictuelle, peut-être des violations du titre 9. Votre frère a fait des déclarations spécifiques, fausses et dommageables qui vous ont coûté des revenus et un logement. L'université a violé les procédures de base. Ça va être moche. Ça prendra du temps et ça leur coûtera plus cher qu'ils ne sont prêts à payer. Je ne vais nulle part. Bien. Alors voici le plan. Nous ne réagissons pas publiquement. Nous préservons les preuves, déposons les plaintes nécessaires, et nous les laissons creuser leur trou encore plus profondément. Chaque fois que votre frère poste quelque chose, nous faisons une capture d'écran. Chaque fois que l'université refuse de regarder vos preuves, nous le documentons. Quand cela ira au procès, nous les enterrons sous leur propre négligence. Et pour Brandon? Quoi pour lui? Il est là dehors à me traiter de prédateur. Il coache les familles, il... Laissez-le faire. Chaque message qu'il poste, chaque déclaration qu'il aide à rédiger. Chaque fois qu'il double la mise sans vérifier les faits de base, cela devient une preuve. Plus il agit avec certitude, pire il paraîtra quand nous prouverons qu'il n'a jamais rien vérifié. Il est en train de bâtir votre dossier à votre place. Je l'ai aimé immédiatement. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue les prochaines étapes. Avant que je parte, elle m'a donné une dernière instruction. Envoyez des lettres de préservation à l'université et au docteur Hélène. Mettez-les en demeure de conserver tous les documents, emails et enregistrements liés à cette affaire. S'ils détruisent des preuves après cette lettre, cela devient un tout autre problème pour eux. J'ai envoyé les lettres de préservation cet après-midi-là,
puis j'ai déposé plainte auprès du Conseil d'accréditation de l'État et du département de l'Éducation. J'ai commencé à rédiger le procès en diffamation contre Brandon. Rien de dramatique, rien de public, juste la machine bureaucratique qui se mettait en marche. Brandon a continué à poster de longs fils de discussion sur le fait de croire les victimes, sur le danger que représentent les familles qui protègent les prédateurs, sur le choix du courage moral face à l'obligation familiale. Il n'était même pas subtil à ce sujet. Tout se résumait à « condamner-le d'abord, poser des questions plus tard ». Chaque message était capturé, enregistré, ajouté au dossier. Il construisait mon affaire, un paragraphe moralisateur à la fois, et il ne le savait même pas. L'enquête de police a débuté 3 mois plus tard. Ils ont vérifié les registres de la compétition. Mon nom n'y figurait pas. Ils ont vérifié la liste des accompagnateurs, les logements, les journaux de transport, rien. Ensuite, ils ont vérifié le chantier de l'hôpital, trouvé mes permis, les rapports d'inspection, les journaux de badge, et trouvé 4 électriciens qui ont juré sous serment que j'avais été sur le site tout le week-end. Le détective m'a appelé en novembre. Il avait l'air fatigué, de cette façon spécifique qu'ont les flics quand ils réalisent qu'ils ont perdu des mois sur des bêtises. Nous avons terminé notre enquête. Je veux que vous sachiez que nous n'avons trouvé aucune preuve vous plaçant à Sacramento ce week-end-là. Votre alibi est en béton armé. Nous classons l'affaire sans aucune poursuite pénale. Et pour les accusations ? Long silence. Nous examinons comment ces allégations ont été documentées et qui était impliqué dans ce processus. C'est tout ce que je peux dire. Il a raccroché. J'ai appelé mon avocate. Elle n'était pas surprise. Parfait. Maintenant, on s'attaque à eux. Elle avait été occupée pendant que je restais silencieux. Elle avait déposé des demandes de communication de pièces, Discovery. Elle avait envoyé des assignations à l'université, au Dr Hélène, à Brandon. L'université s'est battue. Ils ont invoqué la vie privée des étudiants, le privilège institutionnel, les protections de confidentialité. Elle a déchiré chaque objection comme du papier de soie. Mais d'abord est venu le blocage. Les RH ont commencé à faire le mort. L'équipe juridique de l'université a envoyé des lettres type « Nous ne pouvons pas commenter les affaires de personnel en cours ». Lorsque mon avocate a demandé les journaux des badges de sécurité de l'hôpital, ils ont prétendu que des « problèmes techniques » rendaient les données indisponibles. L'université a essayé de faire disparaître l'affaire discrètement. Leur avocat a pris contact en décembre avec une offre de règlement. 50 000 $, accord de non-divulgation mutuelle. Aucune admission de faute. L'email avait cette odeur désespérée d'entreprise, faites disparaître ça avant que ça n'empire. Mon avocate me l'a transféré avec un seul mot, risible. Elle a répondu avec notre propre offre, réintégration complète, excuse publique, 300 000 $, et le licenciement du Dr Hélène. Ou alors nous allions au procès et exposions chaque échec procédural. Ils sont restés silencieux pendant 3 semaines. Puis un journaliste du journal local a commencé à poser des questions. Quelqu'un avait divulgué les conclusions de la police. Le bureau des relations publiques de l'université a commencé à éteindre les incendies. Les membres du conseil sont devenus nerveux. Les donateurs ont commencé à appeler. Soudain, ces journaux de badge d'hôpital, indisponibles, sont apparus avec des horodatage parfaits. La pression extérieure avait fait ce que mes preuves ne pouvaient pas faire, les obliger à affronter la réalité. Les documents de la procédure de « Discovery » ont commencé à arriver en janvier. Cette phase a répondu à la seule question qui comptait, comment mon nom s'était retrouvé là en premier lieu. Le Dr Hélène avait transféré la liste des participants pour Sacramento, mais c'était un vieux modèle recyclé de l'année précédente. Mon nom y figurait toujours. Elle a traité ce tableur comme une parole d'évangile, puis a coaché les filles jusqu'à ce que leurs déclarations correspondent à la liste. Il y avait des emails entre le Dr Hélène et Vincent discutant de la gestion du récit et du contrôle de l'histoire. Des SMS entre le Dr Hélène et les parents des étudiantes pour les aider à organiser leurs souvenirs. Plusieurs brouillons de déclarations d'étudiantes montrant des modifications et des ajouts importants qui ne venaient clairement pas d'adolescentes. Les accusatrices n'étaient pas des génies malveillants. C'étaient des enfants. Kayla, 17 ans, dans le programme de soudure, et Madison, 16 ans, étudiant les bases du CVC. Les deux avaient réellement assisté à la compétition de Sacramento. Les deux avaient été approchés par le Dr Hélène par la suite, lors de ce qui était censé être une session de feedback de routine sur l'événement.
Leurs déclarations initiales avaient été vagues, confuses, incertaines. Puis le docteur Hélène s'en est mêlé. Un email du docteur Hélène à la mère de Kayla sortait du lot. Je sais qu'elle a du mal à se souvenir des détails précis, mais parfois le traumatisme rend les souvenirs flous. Essayons l'exercice de chronologie dont nous avons discuté. Parcourir le week-end heure par heure peut aider les choses à remonter à la surface. Un autre au père de Madison, je pense que nous avons maintenant assez de cohérence pour avancer avec confiance. Les déclarations s'alignent bien. Nous devons juste nous assurer que les familles restent engagées dans le processus et ne vacillent pas sous la pression. Il y en avait des pages. Le docteur Hélène guidant, suggérant, façonnant chaque détail jusqu'à ce que les histoires s'emboîtent. Mais les éléments les plus accablants venaient de la propre trace numérique de Brandon. Il était tellement convaincu d'être le héros qu'il avait tout documenté. Un message à la mère de Kayla disait « Je sais que votre fille a des doutes. » Mais faire marche arrière maintenant envoie le message que si on met la pression sur les victimes assez longtemps, elles craquent. Nous devons montrer de la force ici. Un autre, ne les laissez pas se fixer sur les chronologies et les alibis. C'est juste une tactique de distraction utilisée par les prédateurs. Ce qui compte, c'est le traumatisme, pas la logistique. Il avait tout gardé. Chaque conversation où il les avait aidés à affiner leurs déclarations. Chaque moment où il avait priorisé sa croisade sur la vérification factuelle de base. Chaque fois qu'il avait repoussé le doute quand celui-ci commençait à s'insinuer. Mon avocate a programmé les dépositions pour février. Brandon est passé en premier. La déposition a eu lieu dans une salle de conférence qui sentait le vieux café et le désespoir. Brandon s'est assis en face de moi, pour la première fois depuis 8 mois. Il avait l'air terrible. Des cernes sous les yeux. Son avocat était un associé sous-payé qui vérifiait sa montre comme s'il avait mieux à faire ailleurs. Mon avocate ressemblait à un requin qui venait de repérer du sang dans l'eau. Elle a commencé doucement. Question de contexte. Sa relation avec moi, son travail et son plaidoyer communautaire. Puis elle a changé de vitesse. Quand avez-vous appris pour la première fois les allégations contre votre frère? L'université m'a contacté fin avril. Ils m'ont demandé si je voulais les rencontrer pour discuter d'une situation grave. Et que vous ont-ils dit lors de cette réunion? Que 2 étudiantes avaient signalé un contact inapproprié pendant un week-end de compétition. Ont-ils fourni des détails précis sur ce qui s'est prétendument passé? Non. Ils ont dit que les lois sur la vie privée les empêchaient de partager des détails sans le consentement des parents. Vous ont-ils dit de quelle compétition il s'agissait? Les Regional Skill USA à Sacramento, du 12 au 14 avril. Et avez-vous, à un moment donné pendant ou après cette réunion, vérifié que James avait réellement assisté à cette compétition? Pause. Brandon a jeté un coup d'œil à son avocat. L'avocat a hoché légèrement la tête. Non, vous n'avez pas vérifié les registres de présence. Vous n'avez pas vérifié la liste des accompagnateurs? Vous n'avez pas demandé à l'université de confirmer que James avait même été présent? Non. Mon avocate a laissé cela planer un moment. James vous a contacté après que l'accusation a été faite. Correct? Oui. Et que vous a-t-il dit? Il a dit qu'il n'était pas à la compétition. Qu'il avait des preuves qu'il travaillait sur un chantier ce week-end-là. Et qu'avez-vous fait de cette information? Je lui ai dit que je ne pouvais pas en discuter avec lui et j'ai mis fin à l'appel. Avez-vous demandé à voir ces preuves? Non. Il vous a envoyé de la documentation, n'est-ce pas? Permis, rapport d'inspection, déclaration de témoin. Il a envoyé des emails. Je ne les ai pas ouverts. Pourquoi pas? La mâchoire de Brandon s'est serrée. Parce que j'avais déjà pris ma décision basée sur les informations fournies par l'université. Regarder sa défense me donnait l'impression que cela compromettrait ma capacité à soutenir les victimes. Soutenir les victimes, a répété mon avocate d'un ton plat. Même si la victime présumée n'a pas été réellement victimisée par votre frère? Je pensais que les allégations étaient crédibles, mais vous ne les avez pas vérifiées. Silence. Mon avocate a laissé le silence s'installer. Les doigts de la sténotypiste se sont arrêtés. L'avocat de Brandon a bougé sur sa chaise. Toute la pièce pouvait sentir le poids de cet aveu se déposer comme du ciment. Vous avez posté sur les réseaux sociaux à propos de cette affaire plusieurs fois, correct? Oui. Des posts publics déclarant votre croyance dans les accusations et votre décision de couper contact avec James. Oui.
Et vous avez aidé les familles impliquées à organiser leur déclaration, n'est-ce pas? Hésitation. J'ai fourni un soutien et des conseils. Mon avocate a fait glisser une capture d'écran imprimée sur la table. Ceci est un message de vous à la mère de Kayla. Vous avez écrit, et je cite, « Ne les laissez pas se focaliser sur les chronologies et les alibis. C'est juste une tactique de distraction utilisée par les prédateurs. » Vous souvenez-vous avoir écrit cela? Brandon a fixé le papier. Oui. Étiez-vous conscient que les chronologies pouvaient réellement avoir de l'importance si, par exemple, la personne accusée n'était pas présente à l'événement en question? À l'époque je croyais. À l'époque vous croyiez que la vérification n'était pas importante? Je croyais que protéger les étudiantes était plus important que de se faire piéger dans des détails techniques. Des détails techniques comme le fait de savoir si votre frère était réellement là. Son avocat a fait objection. Mon avocate a retiré la question et a continué. Vous avez également envoyé un message à la mère de Kayla l'encourageant à ne pas laisser Kayla revenir sur ses déclarations, même après que l'étudiante a exprimé une incertitude sur ses souvenirs. Est-ce exact? J'essayais d'empêcher qu'elle soit sous pression pour garder le silence. Ou essayez-vous de l'empêcher de dire la vérité quand cette vérité devenait gênante pour votre récit? Objection. Retiré. Parlons de votre témoignage devant le conseil d'administration de l'université. Vous avez fait des commentaires publics, correct? Oui. Et dans ces commentaires, vous avez déclaré que James était coupable et que la famille devrait soutenir les accusatrices plutôt que lui. J'ai déclaré que je croyais les étudiantes et que la responsabilité était nécessaire. La responsabilité pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Je ne le savais pas à l'époque. Vous auriez pu le savoir. Vous avez choisi de ne pas le savoir. Correct? Brandon n'a pas répondu. Mon avocate s'est penchée en avant. Brandon, vous est-il jamais venu à l'esprit qu'en déclarant publiquement votre frère coupable, en aidant les familles à rédiger des déclarations cohérentes, en les encourageant à ignorer les doutes et à rester engagés, vous est-il jamais venu à l'esprit que vous pouviez participer à la destruction de la vie d'une personne innocente? Non. Pourquoi pas? Parce que j'ai travaillé avec des victimes pendant des années. J'ai vu combien de fois elles sont réduites au silence et ignorées. Je ne voulais pas faire partie de ce système. Alors à la place, vous êtes devenu partie intégrante d'un système qui détruit des innocents sans vérifier les faits de base. Objection. La déposition a duré 6 heures de plus. Mon avocate lui a fait parcourir chaque message, chaque post, chaque déclaration qu'il avait aidé à façonner, lui faisant expliquer chaque décision, chaque supposition, chaque moment où il avait choisi la certitude plutôt que la vérification. À la fin, il avait l'air détruit. Mon avocate avait une dernière question. Brandon, si vous pouviez revenir en avril, feriez-vous quelque chose différemment? Longue pause. Les mains de Brandon tremblaient légèrement. J'aurais d'abord vérifié qu'il était là. La déposition s'est terminée à 20 heures. Brandon est parti sans me regarder une seule fois. Son avocat a pris mon avocate à part dans le couloir. J'ai regardé à travers la vitre pendant qu'il parlait. L'avocat ne cessait de secouer la tête. L'expression de mon avocate est restée neutre. Quand elle est revenue, elle avait ce regard qu'ont les avocats quand ils savent qu'ils ont déjà gagné. Il va transiger, a-t-elle dit. Il est obligé. Ses propres mots l'ont enterré. La réunion du conseil d'administration de l'université où tout s'est effondré a eu lieu un mardi de mars. Il l'avait programmée comme une affaire courante, mais la rumeur des conclusions de l'enquête avait fuité. La salle était bondée. Parents, professeurs, une poignée de journalistes, des militants locaux qui soutenaient Brandon, et quelques membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des mois. Mon oncle Paul était là, ma cousine Sophia, quelques amis qui étaient restés fidèles. Je leur avais demandé de ne pas venir. Mais Paul avait dit, on va te voir être innocenté. On ne va pas rater ça. Mes parents étaient assis dans le coin arrière. Ma mère avait ce sourire crispé qu'elle porte quand les choses ne vont pas dans son sens. Mon père avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Brandon était absent. Son avocat lui avait probablement dit de rester loin. Le président par intérim de l'université, amené du bureau du district après que le scandale a éclaté et que Vincent a démissionné, a ouvert avec une déclaration préparée sur la transparence et la responsabilité institutionnelle. La salle est devenue silencieuse. Puis ils ont lu les conclusions. Après un examen approfondi des allégations portées contre James,
y compris l'examen des permis de travail, des rapports d'inspection, des journaux de sécurité et des témoignages, ce conseil ne trouve aucune base factuelle reliant James à l'incident allégué. James n'était pas présent à Sacramento le week-end en question. Il était, en fait, sur un chantier commercial dans cette ville, effectuant des travaux électriques sous licence, avec de multiples témoins confirmant sa présence. Des murmures ont parcouru la salle. De plus, notre enquête a révélé des échecs procéduraux importants dans la manière dont les accusations initiales ont été traitées. Les étudiantes ont été interrogées sans les protocoles appropriés. Les déclarations ont été éditées et affinées par le personnel de l'université de manière à compromettre leur crédibilité. De multiples décisions administratives ont été prises sans vérification des faits de base. Le président par intérim avait l'air mal à l'aise. James a déposé des plaintes civiles contre cette institution, contre le Dr Helen, et contre son frère Brandon pour diffamation et allégations connexes. Bien que nous ne puissions pas commenter les litiges en cours, l'université tient à reconnaître que James a été licencié à tort et que sa réputation professionnelle a été endommagée par des échecs institutionnels de notre part. Quelqu'un dans le public a crié quelque chose. Un journaliste s'est levé. Le président a demandé le calme. Nous sommes prêts à offrir à James un règlement d'un montant de. Mon avocate s'est penchée et a chuchoté, ne le prends pas. Nous allons au procès pour les accusations de diffamation. Faisons un exemple. J'ai hoché la tête. Le procès de Brandon a eu lieu en mai. Tribunal civil, pas criminel. Argent et réputation, pas de menottes. Son avocat a tout essayé, a plaidé la confiance de bonne foi en l'enquête de l'université, a prétendu que ses postes étaient une opinion protégée, a dit qu'il essayait de soutenir les victimes et qu'il n'avait pas l'obligation légale de vérifier les faits. Mon avocate l'a détruit. Elle a fait parcourir au jury chaque preuve que Brandon avait ignorée, chaque message coachant les familles à ignorer les doutes, chaque déclaration publique de culpabilité sans vérifier si j'avais même été dans la même ville. Il ne s'agit pas de croire les victimes, a-t-elle dit en conclusion. Il s'agit de ce qui se passe quand la croyance devient une arme. Brandon n'a pas simplement échoué à vérifier les faits. Il les a activement évités parce qu'ils étaient gênants. Il a aidé à fabriquer une cohérence dans des déclarations qui s'effondraient. Il a fait pression sur les familles pour qu'elles ignorent les doutes de leurs enfants. Il a fait tout cela publiquement, bruyamment, avec une certitude absolue. Et il l'a fait à un homme qui était à 110 km de là, sur un chantier commercial, lorsque ce crime présumé a soi-disant eu lieu. Le jury n'a mis que 3 heures, responsable sur tous les chefs d'accusation. 150 000 $ de dommages et intérêts pour perte de revenus, préjudice de réputation et détresse émotionnelle. Le visage de Brandon était inexpressif quand ils ont lu le verdict. Son avocat a essayé de dire quelque chose. Il s'est juste levé et est sorti. L'université a transigé la semaine suivante. 280 000 $, excuses publiques, accord pour réformer les procédures d'enquête. Le règlement les obligeait à envoyer des lettres de rectification formelles à chaque personne du milieu professionnel qu'ils avaient informé des accusations. Mon propriétaire, chaque fournisseur qui avait annulé des contrats, la liste de diffusion du département de l'université, l'association locale des entrepreneurs, le tout sur papier à en-tête officielle indiquant que les allégations étaient infondées, que j'avais été licencié à tort, et que leur enquête confirmait que je n'étais pas présent à l'événement. Mon avocate a appelé ça une « remédiation réputationnelle ». J'ai appelé ça les regarder avaler leur chapeau par écrit. Mon ancien propriétaire m'a appelé 2 jours plus tard, s'est excusé, et a proposé d'être une référence. 3 fournisseurs qui m'avaient lâché m'ont contacté pour de nouveaux contrats. Le chef de département qui avait supervisé mon licenciement a dû signer chaque lettre personnellement. Ils ont aussi versé des indemnités aux familles dont les enfants avaient été utilisés comme accessoires dans la croisade du Dr Helen. Je ne déteste pas Kayla ou Madison. Elles avaient 17 et 16 ans quand ça a commencé. Juste des gamines qui ont été entraînées dans quelque chose qu'elles ne comprenaient pas, par des adultes qui auraient dû être plus avisés. Le Dr Helen les a manipulées. Brandon a renforcé cela. Leurs parents ont été coachés pour croire que la cohérence comptait plus que la vérité. Les filles étaient confuses, sous pression, et entourées de figures d'autorité leur disant quoi se rappeler. Je blâme les adultes qui les ont utilisées. Le Dr Helen a perdu sa licence 4 mois plus tard. Le Conseil de l'État a conclu qu'elle avait coaché des étudiants, fabriqué des preuves et violé environ 20 normes professionnelles. Elle a essayé de faire appel. Ça n'a mené nulle part.
Je n'ai pas déménagé dans une nouvelle ville pour repartir à zéro. Oubliez ça. J'ai tout reconstruit ici même, là où tout le monde pouvait regarder. J'ai utilisé l'argent du règlement pour acheter mon propre bâtiment. Un atelier de 400 mètres carrés avec des bureaux et de la place pour l'équipement. J'ai réembauché mon ancienne équipe. J'ai commencé à soumissionner sur les travaux commerciaux qui m'avaient lâché. Il s'avère qu'un règlement d'1 million de dollars et un jugement de tribunal en votre faveur sont une assez bonne publicité. En 6 mois, j'étais plus occupé qu'avant le début du cauchemar. Mes parents ont essayé de se réconcilier en juillet. Ils ont débarqué à l'atelier à l'improviste pendant que je passais des câbles pour la rénovation d'un restaurant. J'ai vu la voiture de mon père entrer sur le parking et j'ai su exactement ce qui allait arriver. Mon père a commencé par « Nous avons pensé qu'il était important de dissiper le malaise et de discuter. Sortez de mon atelier. » Ma mère a essayé sa voix douce, celle qu'elle utilise quand elle veut quelque chose mais doit prétendre être raisonnable. « James, chéri, nous essayons juste de faire ce que nous pensions être juste à l'époque. Nous n'avions pas toutes les informations. Vous aviez les informations. Je vous les ai envoyées. Vous avez choisi de ne pas les regarder parce que Brandon vous a dit de ne pas le faire. Ce n'est pas juste, a dit mon père. Nous étions dans une situation impossible. La famille était divisée. Les émotions étaient fortes. Les émotions étaient fortes parce que vous avez laissé Brandon me déclarer coupable sans vérifier un seul fait. Vous avez soutenu son jeu parce qu'il a toujours été votre enfant prodige. Et j'ai toujours été la déception qui travaille avec ses mains au lieu de pousser du papier dans un bureau d'entreprise. Les yeux de ma mère se sont embués. Nous n'avons jamais dit ça. Vous n'aviez pas besoin de le dire. Vous l'avez montré quand ça comptait. Je suis retourné au travail. Ils sont restés là 1 minute de plus, puis sont partis. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux depuis. La fracture familiale n'a jamais guéri. Oncle Paul et ma cousine Sophia sont restés en contact. Tous les autres ont soit choisi le camp de Brandon, soit ont gardé le silence. Ça me va très bien. Le sang ne signifie rien quand les gens qui le partagent vous jettent sous le bus à la première occasion. Brandon a essayé de reconstruire sa carrière de militant, mais le jugement du tribunal l'a suivi partout. Il s'est fait virer de son poste dans l'association à but non lucratif 3 mois après le verdict. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans une compagnie d'assurance à faire du travail de gratte-papier pour 45 000 $ par an. Sa femme Karen l'a quitté en septembre. Elle a pris la maison, la voiture, et la dignité qui lui restait. Je n'ai pas célébré. Je ne me suis pas senti bien en le regardant s'effondrer. Mais je ne me suis pas senti mal non plus. La vraie satisfaction est venue du fait de voir tous ceux qui avaient été si certains, si vertueux, si convaincus d'être du bon côté de l'histoire. Les regarder tous devoir ravaler leurs paroles, en sachant qu'ils n'admettraient jamais qu'ils avaient tort. C'était un samedi froid d'octobre, près de 18 mois après l'accusation, lorsque Brandon a fini par se montrer. Je fermais l'atelier vers 18 h quand son camion est entré sur le parking. Je l'ai reconnu immédiatement. Le même Ford cabossé qu'il conduisait depuis l'université. Il est resté assis dans la cabine pendant 5 bonnes minutes avant de sortir. J'ai continué à charger des outils dans ma camionnette de service comme si je ne l'avais pas remarqué. Il s'est approché lentement, s'est arrêté à environ 3 mètres. « James. » J'ai fini de charger le kit de perceuse avant de lever les yeux. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il avait l'air pire en personne que je ne l'avais imaginé. Plus maigre, plus vieux, usé d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. Je voulais parler. De quoi? De tout. De ce qui s'est passé. Il s'est arrêté. J'ai merdé. Je le sais maintenant. J'ai fermé la porte de la camionnette et je me suis appuyé contre elle. Tu as conduit 1 heure pour me dire que tu as merdé. C'est ça ta grande révélation? J'essaie de m'excuser. Tu essaies de te sentir mieux. Il y a une différence. Sa mâchoire s'est serrée. J'avais tort sur tout. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû regarder tes preuves. J'aurais dû. Tu aurais dû vérifier si j'étais réellement là avant de me déclarer prédateur devant toute la famille. Oui. Tu aurais dû vérifier un seul fait avant de coacher les familles à ignorer les doutes de leurs enfants? Oui. Tu aurais dû considérer, ne serait-ce qu'une seconde, que ta croisade était peut-être plus importante pour toi que la vérité? Il n'a pas répondu à celle-là. J'ai décollé de la camionnette.
Tu n'as pas juste merdé, Brandon. Tu as fait un choix. Tu as choisi de croire que j'étais coupable parce que ça faisait du bien. Parce que ça te permettait d'être le héros. Parce que vérifier les faits demandait du travail, et que la foi en ta propre vertu était facile. J'essayais d'aider. Tu essayais de te sentir important. Et quand les preuves ne correspondaient pas à ton récit, tu les as simplement ignorées. Je pensais faire la bonne chose. Non, tu pensais être la bonne personne. Il y a une différence. Tu as passé toute ta vie à avoir besoin d'être meilleur que moi, plus intelligent, plus performant, plus important. Quand ces étudiants t'ont fait leur accusation, tu as vu ta chance. Tu avais enfin la preuve que tu étais le bon fils et que j'étais le raté que tu as toujours cru que j'étais. Ses mains tremblaient. Ce n'est pas, tu n'as pas vérifié que j'étais là parce qu'au fond, tu ne le voulais pas. Tu voulais que je sois coupable. Ça collait à l'histoire que tu te racontes depuis qu'on est gamin. Le silence s'étirait entre nous comme du fil barbelé. J'ai tout perdu, a-t-il dit finalement. Mon travail, mon mariage, ma réputation. Je sais que ça ne répare pas ce que je t'ai fait, mais rien. Tu n'as pas perdu ces choses à cause de ce que j'ai fait. Tu les as perdues à cause de ce que tu as fait. Parce que tu as priorisé ta croisade sur les faits de base, et quand la vérité a éclaté, tout le monde a pu voir exactement ce que tu étais. J'essaie d'arranger les choses. Tu ne peux pas. Certaines choses ne se réparent pas avec des excuses 18 mois trop tard. Tu as détruit ma vie parce que c'était pratique pour toi. Tu as laissé maman et papa penser que j'étais un prédateur parce que ça te donnait l'air meilleur par comparaison. Tu as aidé à coacher des familles pour ignorer les preuves parce que tu ne supportais pas d'avoir tort. Je suis passé devant lui vers mon camion. James, attends. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Tu veux le pardon? Tu veux tourner la page? Tu veux que je te dise que c'est bon et qu'on peut reconstruire notre relation? Je veux essayer. Alors essaie ça, vis avec ce que tu as fait. Vis avec le fait d'avoir détruit ton frère pour des accusations que tu n'as jamais vérifiées. Vis avec la certitude que, quand ça comptait le plus, tu as choisi ton ego plutôt que la vérité. Vis en sachant que chaque personne qui t'a félicité pour ton courage te félicitait pour ta certitude sur quelque chose que tu n'as jamais pris la peine de vérifier. Ne m'appelle plus. Ne viens pas à mon atelier. N'envoie pas de lettres, de mails ou de messages par l'intermédiaire de membres de la famille. Nous avons fini. Je suis monté dans mon camion et j'ai démarré le moteur. À travers le pare-brise, je pouvais le voir debout sur le parking, les épaules affaissées, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Ses mains étaient dans ses poches. Sa tête était baissée. Il ressemblait à un homme qui avait enfin compris ce qu'il avait fait et réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de réparer ça. J'ai démarré et je suis parti, sans un regard en arrière. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.